Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année 2021 et la première vidéo hebdo de cette année. J'ai un problème, c'est que ProRealTime m'a coupé mon compte, donc j'attends qu'il me le réactive, mais comme on est le week-end, ce sera pas fait pendant le week-end, mais très probablement lundi. Donc ce sera une vidéo beaucoup plus courte. On va aller voir de la crypto sur TradingView du coup, puisque l'idée c'était que je vous présente un petit peu l'effet janvier sur les small caps avec une démonstration de cet effet janvier et pas mal de configurations de small caps intéressantes. Mais comme je n'ai pas accès à la plateforme, on va finalement faire une petite vidéo spéciale crypto. En attendant, je commence juste très rapidement par vous présenter cet effet janvier sur les small caps, puisque c'est quand même voilà, ce qui va être prédominant dès lundi, dès ce lundi-là et pendant les 4 prochaines semaines. Vous avez une petite étude statistique qui a été réalisée entre 1927 et 2004. Donc cette étude statistique, elle met en avant voilà, les petites capitalisations, donc small growth, donc petite capitalisation avec des entreprises de croissance, les petites capitalisations qui sont neutrales, c'est-à-dire entre le value et le croissance ou diverses, et les petites capitalisations qui sont value. Donc vous voyez que comparativement aux autres 11 mois, eh bien, les petites capitalisations ont des performances pendant le mois de janvier, des performances moyennes depuis presque un siècle, qui sont extrêmement anormales, bien au-dessus de la norme. Et en dessous, vous avez les performances des grosses capitalisations sur les mêmes classes d'actifs. Donc, croissance, neutrale et value. Donc voilà, cet effet janvier, il a été relevé d'un point de vue purement statistique. C'est une anomalie de marché qui est liée à un comportement humain. Encore une fois, les marchés, c'est surtout des comportements humains. Il y a pas mal de... je vais pas appeler ça des têtes d'ampoule puisque je suis moi-même une tête d'ampoule dans le sens où j'adore les études statistiques, j'adore toutes ces études puisqu'elles nous mettent en avant des comportements de marché. Mais quand on compare un lancer de pièces pile ou face à un comportement irrationnel de marché qui est déclenché par des émotions humaines, ok, sur le papier, on peut comparer les deux en disant, par exemple, voilà, vous lancez les pièces pile ou face. Sur la théorie des grands nombres, on aura toujours, on tournera à 50% de pile, 50% de face et on aura des tendances. Donc, de manière aléatoire, il y aura beaucoup plus de pile ou beaucoup plus de face. Et donc, si pile, c'est plus 1 et face, c'est moins 1, vous allez voir que sur 10 000 ou 20 000 lancés, il y aura des tendances haussières, des zones de stabilisation avec plus ou moins de volatilité et des marchés baissiers, donc des zones de face. Donc ça, c'est pour vous mettre en avant que on est dans quelque chose de purement aléatoire et que sur la théorie des grands nombres, en essayant de jouer les tendances, finalement, on retombe à 50-50. Donc ça, c'est OK. Sur les pièces, je peux comprendre que voilà, ça a un certain sens. Mais par contre, quand on essaye de transposer ces résultats qui sont générés par quelque chose qui est purement aléatoire avec des tendances qui sont générées par des émotions humaines, je pense qu'on passe pas du coq à l'âne, mais presque. Quand sur le Bitcoin, vous avez la majorité des acteurs qui commencent à s'y intéresser et qui sont en train d'en parler à tout leur entourage et que tout l'entourage essaye d'en acheter, n'y arrive pas, donc se renseigne et en achète à tout prix, on n'est pas du tout dans une séquence de pile ou de face complètement aléatoire. On est dans une séquence d'irrationalité qui peut pousser de plus en plus haut et de plus en plus fort. Et ça, c'est lié vraiment à un comportement de marché qui est celui des émotions humaines. Donc, c'est très bien de comparer les deux, ça permet de connecter à la réalité, mais il y a une réalité qui est celle des marchés financiers et qui ne peut pas être transposée comme un calque sur des lancers de pile ou face. Alors moi j'ai toujours été très fan de la théorie des marchés efficients, mais j'ai aussi été très fan de la théorie des marchés non efficients. Et mon outil pratique, c'est simplement la théorie, qui n'est pas une théorie, mais de la psychologie des foules. Donc, calquer la psychologie des foules sur des lancements de pile ou de face de pièces, c'est quelque chose qui fait sens d'un point de vue purement quand on analyse en mode tête d'ampoule les chiffres, mais quand on est dans la pratique, c'est pas quelque chose qui, à mon sens, en tout cas, c'est mon point de vue, est transposable.
Donc l'effet janvier, eh bien voilà, cet effet janvier, c'est lié notamment aux gestionnaires de portefeuille, aux gestionnaires de fortune, aux institutionnels qui en chaque début d'année eh bien, décident de réallouer une partie de leur capital. Vous savez qu'il y a des rééquilibrages dans le portefeuille qui se fait. Donc les actions qui ont extrêmement bien performé, on en revend une petite partie et ce cash, on le réalloue à d'autres opportunités de marché, à d'autres actions. Donc ça, c'est un fait, c'est un comportement humain qui est fait chaque année au mois de janvier. Et donc sur la partie petite capitalisation, eh bien forcément, on va allouer des certaines sommes qui vont booster pendant le mois de janvier cette classe d'actifs. Pourquoi est-ce que ça booste tout au long du mois de janvier et pas juste sur une journée? Eh bien quand vous êtes un fonds institutionnel qui a plusieurs millions, voire des milliards de dollars à investir sur les marchés financiers, il est absolument hors de question de pouvoir passer un ordre en une journée. Sinon, ça impacterait la petite capitalisation. Elle prendrait plus 500 ou plus 1000% en une journée. Non. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont étaler leurs ordres d'achat sur plusieurs jours, plusieurs semaines et voire dans certains cas plusieurs mois. Donc c'est pour cela que au mois de janvier, quand il y a ce rééquilibrage de portefeuille qui se fait au niveau des gros portefeuilles institutionnels et que ces gros portefeuilles décident eh bien d'allouer une certaine, ce surplus de cash sur des nouvelles opportunités qui sont des petites capitalisations, on a cet effet janvier puisqu'il y a moins de liquidité, le float est moindre sur les petites capitalisations. Donc sous le poids des ordres d'achat qui sont étalés sur tout le mois de janvier, eh bien on a cette surperformance qui se fait. Mais c'est quelque chose de purement mécanique et on n'est pas du tout dans quelque chose d'aléatoire. C'est vraiment mécanique. Voilà. On essaye d'acheter quelque chose où le papier est rare et ces achats se font au moment du rééquilibrage de début d'année, donc chaque mois de janvier. Donc voilà, j'espère que cette explication qui est vraiment liée à un comportement purement humain, qui est institutionnel, qui est comptable, qui est à l'échelle mondiale, puisque la nouvelle année se fait toujours, et les bilans comptables et les nouvelles bonnes décisions, etc., se font toujours par rapport au 1er janvier. Alors bien sûr, il y aura des exceptions à la règle, etc. Mais globalement, c'est pour cela que depuis un siècle et probablement dans les prochains siècles, on aura cet effet janvier qui perdurera. Alors cet effet janvier, bien entendu, quand les marchés sont extrêmement baissiers ou avec une forte volatilité et qu'on est dans une vague de baisse, on ne va pas les voir. Clairement, quand tout baisse, vous n'allez pas avoir une performance positive sur l'effet janvier. Ça baissera si le marché dégueule. Les small caps vomiront elles aussi. Mais voilà, historiquement, sur le long terme, les marchés sont structurellement haussiers. Ne me lancez pas sur l'exemple du Nikkei parce que sinon cette vidéo va prendre trop de temps, mais structurellement, voilà, les anciennes boîtes, celles des chemins de fer qui construisaient des carrosses de chevaux ne sont plus dans le SP500. Par contre, celles qui représentent les nouvelles technologies sont dans le SP500, donc il y a un roulement des nouvelles sociétés. C'est pour ça que structurellement, tant que l'homme et dans une logique de destruction créatrice et de créer toujours des nouveaux concepts de la valeur et de la richesse autour de ces nouvelles idées qui sont implémentées dans l'économie réelle, eh bien on aura des indices boursiers qui structurellement monteront parce que des nouvelles entreprises viendront remplacer celles qui sont obsolètes. Donc voilà, cet effet janvier, c'est simplement deux facteurs. Un facteur de float, donc les petites capitalisations ont un float qui est très faible, donc une liquidité qui est elle aussi plus faible. Donc mécaniquement, quand on a des gros ordres d'achat, ça amplifie les hausses sur ces actions. Et deuxièmement, on a simplement le rééquilibrage de portefeuille qui se fait en début d'année. Et donc, on revend une certaine proportion des actifs qui ont largement monté et on réalloue sur des nouvelles opportunités. Et donc, on fait ça au mois de janvier. Donc, je ne connais pas bien TradingView, mais on va faire l'analyse crypto là-dessus cette semaine. Alors, le Bitcoin en mensuel, rappelez-vous, tous ces mois, tous ces trimestres où on a attendu cette fameuse tasse et anse dont le breakout s'est effectué ici au mois d'octobre, eh bien regardez, boum, on est en train de partir comme une bombe. Là, clairement, on est sur un mouvement qui devient assez fort. On va descendre une unité de temps. On va aller voir en weekly ce que ça donne. Vous voyez que là, tant qu'on colle la bande de Bollinger supérieure,
on va dire que c'est fort, mais ça reste soutenable. Là, on a une semaine où on est vraiment en dehors, on va voir comment ça se passe au mois de janvier, février, mais le mouvement commence à accélérer de manière assez significative, donc on va descendre sur l'unité de temps inférieure, et là on se rend compte que voilà, on a cette belle tendance, on a une consolidation ici au mois de décembre, là on est dans la nouvelle tendance. Tous ceux qui espèrent acheter du Bitcoin là en pensant que c'est un très bon point d'entrée, je vous mets juste en alerte regardez, hein, en mensuel, hein, le nouveau cycle, hein, la prise de position du nouveau cycle, c'était ici, mais là on est très loin. Donc oui, le Bitcoin peut aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, mais là le risque de retrace à court terme, donc c'est un risque de retrace qui peut faire du moins 30, moins 40, moins 50%, il est extrêmement fort. Donc moi, à votre place, si j'avais pas de Bitcoin, la seule chose que j'attendrais, c'est qu'on ait soit une consolidation en journalier pour jouer un swing, mais à ce moment-là, faut être un spéculateur, faut être entre guillemets un trader, c'est-à-dire savoir timer une entrée en position, une sortie de position et suivre une tendance avec un money management, soit en weekly, hop, attendre une consolidation. Une consolidation, là, la consolidation en weekly, si elle se met en place, donc il va falloir qu'on retrace et ça va prendre plusieurs semaines. Hein, donc typiquement, c'est une histoire de 2, 3, 4 mois, quoi. Donc c'est à mon sens vraiment pas le moment de prendre position sur le Bitcoin, même si ça peut monter en ligne droite très haut très fort, le risque est vraiment important. Voilà. De toute façon, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, vous savez, on a affronté depuis 2017 hein, que je relate l'aventure du Bitcoin semaine après semaine. On a affronté tous les cycles, les points hauts, les points bas, les zones de tension, les zones de consolidation, etc. Vous avez eu mon point de vue sur tous les niveaux de prise de position et d'opportunité. Là, clairement, c'est plus un moment où on est en train d'essayer de revendre des positions spéculatives que d'en acheter. Et pour tous ceux qui font du long terme, les prises de position se faisaient au cours du mois d'octobre, voire au cours du mois de juillet, pour prendre la position voilà, long terme ou sinon pendant les creux pour ceux qui font de la pondération et du rééquilibrage sur des portefeuilles passifs à long terme. Bref, le Bitcoin, il est en plein bull run. Je viens de gober un moucheron. 2 secondes, je mets sur pause. Bon, c'est bon, je l'ai recraché en toussant un petit coup. Bref, revenons à nos moucherons. Alors, l'IOS, on m'a demandé d'analyser un peu l'IOS. C'est quelque chose que j'ai en portefeuille, j'en avais revendu une partie, j'en ai regardé une partie en portefeuille sur du très long terme. Alors, je suis pas abonné à TradingView, il y a des petits messages qui apparaissent, bref, c'est pas grave. L'IA, c'est dans une consolidation. Là, on est sur du weekly. Je peux vous le placer sur du monthly. On est dans une très belle consolidation. Vous voyez, la fin là, quand on a cette contraction de la volatilité et des cours, ça signifie tout simplement qu'on a un consensus de marché. Hein. Les prix, les investisseurs, les opérateurs ont fixé un prix de marché là qui est autour de 2,70, 2,80, autour de 3, bref, 3 dollars. Et ils sont plus ou moins d'accord là-dessus. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle une contraction de la volatilité. Et là, l'idée, hein, eh bien, c'est tout simplement d'attendre la cassure par le haut. Et enfin, si elle a lieu, hein, cette cassure par le haut, c'est là où le bull run va être... il risque d'être assez agressif. Hein. Là, clairement, une cassure par le haut, c'est-à-dire une cassure au-dessus des 4 dollars, mettez des alertes hein, tout simplement, eh bien, ça pourrait propulser l'IOS très rapidement autour des 20 dollars. Donc, un petit x5 assez rapide. Pour tous ceux qui sont en mode... c'est-à-dire pas prendre une position spéculative et surfer une tendance, mais plutôt en avoir en fond de portefeuille, eh bien là, actuellement, on est sur des niveaux de prise de position qui sont très intéressants. Quand vous faites ce genre de choses, pondérez, par exemple, voilà, si vous avez un portefeuille boursier long terme, n'allez pas mettre plus de 1% d'IOS dans votre portefeuille long terme, sachant que voilà, ça peut descendre à 0, ça peut faire faillite. Donc si vous mettez 1% de votre portefeuille long terme, dans le pire des cas, vous ne perdez qu'1% de votre portefeuille. Donc c'est pas grand chose. C'est comme ça qu'on investit en bourse. Par contre, si le pari est bon, autour de 2,62, ça peut faire du x10. Voilà, c'est 1% se transforme en 10%.
Donc c'est comme ça qu'on arbitre hein, des portefeuilles long terme. On a une grosse base qui est une base solide sur les actifs financiers dont le risque est bien moindre. Et on a une toute petite partie de son portefeuille long terme sur lequel on peut prendre des paris qui sont avec des asymétries positives qui sont excessives, mais sur lesquelles si ça tourne mal, eh bien l'impact sera pas significatif sur l'ensemble du portefeuille. Mais par contre, si le pari se déroule bien, là on aura un gros gain, un alpha, quelque chose de complémentaire à la performance habituelle du portefeuille long terme. Donc vous voyez, il y a vraiment de logique. Hein. Il y a la partie spéculative où on va timer une prise de position quand ça va vraiment partir et on va suivre la tendance en faisant du trend following. Donc ça, c'est vraiment la partie spéculation. Et on a la partie gestion passive du portefeuille à long terme. Là, on a un portefeuille qui est correctement structuré et on peut rajouter des petits, voilà, des tout petits paris spéculatifs, mais spéculatifs entre guillemets, parce qu'on va pas suivre vraiment la tendance, on va plutôt faire du rééquilibrage. Donc le timing n'est pas vraiment important, on va plutôt essayer de prendre des creux ou des supports de marché et par contre on a une asymétrie qui est absolument hors du commun. Donc ce genre de pari est assez rare, je vous les relate hein, moi sur ma chaîne YouTube depuis pas mal de temps. À mon sens, je vous l'avais présenté, on a les biotech qui peuvent être un bon pari dans ce genre-là, on a les minières qui sont aurifères, hein, qui sont très intéressantes. Il y a l'argent métal qui est intéressant. L'or, il y en a déjà dans le portefeuille long terme pour le structurer, donc ça ne sert à rien de faire une doublette dessus. On a bien entendu le Bitcoin qui proposait quelque chose de très intéressant au cours de cette année. Là, il y a l'IOS qui est dans une situation qui peut être typiquement explosive. Donc voilà, il y a des choses à faire chaque année là-dessus, hein, sur des prises de position, des paris avec des asymétries hors du commun pour mettre en fond de portefeuille long terme passif. Donc voilà, j'essaie de vous relater ça quand j'en vois hein, au fil des mois sur ma chaîne YouTube. Et je pense que tous ceux qui sont habitués à me suivre en sont plutôt contents puisque globalement… je ne vais pas dire que 100% des paris sont bons puisque j'ai plus l'historique, mais 100% en tout cas on va dire allez 80% des paris s'avèrent être des très grosses asymétries positives parce que grâce à l'analyse technique, on arrive à y voir quand même très clair. L'analyse technique est un outil, hein, c'est pas quelque chose de magique. Là, typiquement, l'analyse technique nous permet de voir qu'on a une grosse contraction de la volatilité, que sur le marché des cryptos, on est rentré dans un nouveau cycle, que le marché des cryptos permet ces asymétries absolument hors du commun. Donc l'outil analyse technique nous permet que de faire ce constat et de se dire ok, ce marché-là peut être quelque chose d'intéressant pour en mettre en fond de portefeuille, tandis que l'analyse technique sur le marché des obligataires, des actions corporate, n'est pas du tout dans ce type de contexte-là, donc on ne pourra pas prendre de paris de ce type-là sur des obligations corporate. Donc voilà, l'analyse technique est un outil. Ce n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas quelque chose de magique, mais ça nous permet de définir des conditions et ensuite de définir des paris, de trouver des bons paris. Donc typiquement dans le même genre de configuration, hein, on a notre fameux Ripple dont je parlais la semaine précédente. Hein. Vous voyez, on a eu un écroulement, une implosion de la bulle, on a une grosse stabilisation, des cours qui ont vraiment parfaitement stabilisé. Et là, on est dans des zones de prise, malgré la news hein, qui a vraiment impacté négativement le Ripple. Là, on est sur des zones très intéressantes pour faire un pari du type soit ça fait faillite, soit on démultiplie le capital. Donc soit ça fait faillite, si vous êtes prêt à investir 100% de votre capital en vous disant ça peut faire faillite, qu'à cela tienne, hein, c'est vous qui décidez. Mais dans une logique de gestion de portefeuille, voilà, vous allez, en fonction de la taille de votre capital, vous allez décider de prendre un pari sur ce type de crypto qui va être de l'ordre de 1% de votre capital à peut-être 5-10% pour certains qui sont en mode tête brûlée ou pour les jeunes qui peuvent se refaire rapidement parce qu'ils ont des petites économies et ces économies ne représentent pas grand-chose. Donc effectivement, dans ce type de cas de figure, on peut prendre des paris beaucoup plus agressifs.
Parce qu'on a la vie devant nous et l'épargne qu'on a à investir dans ce type de paris est vraiment extrêmement faible à l'échelle d'une vie. Mais bien entendu, quand vous êtes en mode bon père de famille et que vous êtes en train de préparer votre retraite et que cette retraite, elle n'est pas dans 50 ans, mais plus dans 20 ans, dans 10, 20 ans, vous allez partir sur une bonne structuration des paris boursiers que vous faites et de votre portefeuille. Donc, à mon sens, moi, le Ripple, pour moi, je le vois comme une très très bonne opportunité à long terme. Après, tout le monde n'est pas d'accord. Après, vous savez, les goûts et les couleurs et les paris boursiers, c'est fait pour marcher ou pour ne pas marcher. Le plus important, c'est de trouver ces actifs avec des asymétries hors du commun et de correctement parier dessus. Parce que là, encore une fois, typiquement, sur du 2,23, 2,24, 2,25, c'est un actif qui peut monter, qui peut faire x10 assez rapidement. Donc, est-ce que vous êtes prêt à perdre 1 pour en gagner 10, sachant qu'on entre dans un bull market, sachant que cet actif peut vraiment faire x10, c'est pas quelque chose qui sort c'est pas le lapin qui sort du chapeau du magicien. C'est un actif qui a déjà fait très rapidement x10, donc il a la capacité de faire x10. On est sur un marché dont beaucoup d'altcoins peuvent faire des x5, x10 très rapidement. Donc on n'est pas en train de s'inventer des histoires, on est vraiment sur un marché qui fonctionne comme ça. Donc tout est réel, tout est concret. Maintenant, il faut juste implémenter la stratégie. Dans la même veine que le Bitcoin, on a l'Ethereum qui contre de l'euro, qui est en plein run. Mais vous voyez que là, on est en weekly. Le run est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus mesuré. On n'est pas en train d'entrer dans quelque chose de vraiment vertical. Donc, à mon sens, l'Ethereum, son arrivée autour de la résistance, là, elle est autour de 1100 euros. Là, il cote autour de 600 euros. Donc là, le potentiel, là, il est toujours réel sur cette crypto. Alors, la question que vous allez me poser, c'est est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Ma réponse qui est systématique, c'est attendez des consolidations comme ça et les séquences de breakout pour faire des trades spéculatifs. Et pour faire des trades long terme, c'était ici, c'était sur les bas de marché ou sur là, quand ça commence à se stabiliser, là, qu'on a des entrées qui sont intéressantes. Après, quand on est en pleine tendance, c'est pas du tout le moment pour prendre des paris de fonds de portefeuille sur ces types d'actifs. Même s'il y a du potentiel encore, le risque est beaucoup trop important. Donc là, quand on a des actifs qui sont déjà lancés dans une bonne tendance et qui ont encore un potentiel à court terme intéressant, eh bien, la seule façon d'en profiter, c'est de faire de la spéculation, à savoir attendre des consolidations comme ça, descendre d'une unité de temps pour avoir quelque chose de propre et mature et de surfer ces consolidations en prenant les breakouts et de mettre un stop loss et d'avoir une stratégie de prise de position et de suivi de tendance. Donc, c'est tout pour cette semaine, donc une vidéo du coup un petit peu particulière parce que j'avais pas accès à ma plateforme d'analyse graphique habituelle, mais à partir de la semaine prochaine, on repartira sur quelque chose de plus conforme à nos habitudes. En attendant, je vous souhaite une excellente année et surtout plein de belles plus-values sur les marchés. L'année 2020, contrairement à ce qu'on pourrait croire, a été une année qui a été très 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 bonne pour beaucoup de spéculateurs. Moi j'ai des remontées de track record d'élèves de l'école de mes années précédentes, d'élèves qui font de la formation au Swing Trading Daily. On a tous les bilans en fait annuels que je leur demande de faire. Il y en a beaucoup qui me sont envoyés. On peut se rendre compte que malgré des grossières erreurs qui ont été faites par ces élèves, donc ils sont en analyse purement factuelle, ça j'ai bien fait, ça j'ai fait moyen, ça j'ai mal fait, malgré les grosses erreurs qu'ils ont faites, on a des bilans qui sont assez extraordinaires. Donc je pense que 2021 sera encore meilleur que l'année 2020 parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, on entre dans quelque chose que moi-même j'ai du mal à y croire. On entre dans un cycle où sur les petites et moyennes capitalisations, on peut partir sur une vraie grosse bulle comme on ne l'a pas eu depuis la bulle des technos en 98-99. Sur les marchés des cryptos, on a quelques mois, voire quelques trimestres où ça risque de pousser très très fort vers le haut. Bien entendu, ce n'est pas en ligne droite directe, il va y avoir des périodes de consolidation et de tempête, mais on est vraiment lancé dans un bull.
Donc une année 2021 et les banques centrales qui poussent derrière avec des liquidités monstrueuses. Une année 2020 pour tous les investisseurs et les spéculateurs qui s'annoncent être absolument dingues. Donc voilà, que dire de plus? Investissez en bourse et voilà, faites les choses correctement, ne prenez pas trop de risques et essayez de structurer votre approche. Et c'est vraiment une année qui s'annonce être vraiment exceptionnelle. Encore une fois, plein de belles choses pour vous, votre entourage, votre famille. Et on se retrouve samedi prochain pour la vidéo hebdo. Et à partir de samedi prochain, je reprendrai mes petits emails privés qui, je sais, ça vous manque, vous me l'avez dit, ça reprendra à partir de la semaine d'après. Je me suis octroyé quelques vacances parce que là, avec mon retour à Maurice, l'emménagement dans la maison, la gestion des enfants pendant les vacances, parce qu'on n'a pas, il n'y a pas l'école, donc on doit gérer les enfants. C'est pas aussi évident et comme vous le savez, hein, je vous l'ai dit, je ne mets plus du tout la priorité sur le travail, mais sur la famille. Eh bien, tout simplement, mon temps, je l'octroie davantage pendant ces situations à ma famille plutôt que au travail, entre guillemets, à l'entreprise.